Bonjour à toutes et à tous. On a beaucoup entendu ces derniers temps la phrase « peut-on rire de tout ?» de Desproges. Et j'avais envie de me poser la question « peut-on lire de tout ?» Cela fait quelques années que j'ai envie de parler de ce thème-là. Je pense que c'est une question qui peut être abordée de multiples façons. J'ai décidé de seulement traiter 2 points. Le fait de séparer l'œuvre de l'artiste ou l'homme de l'artiste, comme vous préférez, et le fait de parler de snobisme littéraire. Comme cela fait des années que j'ai envie de parler de ce sujet, il est normal que j'ai des notes et tout, non ? Non. Le fait est que je me trouve devant la caméra, j'ai un peu de temps, et je vais discuter de cette question. Je suis navrée si ce n'est pas bien posé, si ce n'est pas aussi cadré qu'un podcast, qu'une émission ou autre. Je trouvais ça plus intéressant d'élaborer une sorte de petit raisonnement face à vous et avec vous. Ça se construit ensemble, bien entendu. Là, j'apporte simplement mon avis qui est évolutif. Ce sont des questionnements que je me pose et sur lesquels je n'ai pas de réponse définitive, ou du moins pas de réponse définitive sur tous les points. Et je peux changer, peut-être que dans 6 mois, j'aborderai cette question d'une autre manière. C'est vraiment cet aspect-là des vidéos YouTube qui m'intéresse. J'aime le côté, quelqu'un met sa caméra dans sa chambre ou autre, et parle de manière tout à fait naturelle et simple, en commettant des erreurs, en bégayant, en hésitant, en réfléchissant aussi, sans avoir forcément de prompteur à lire. Comme vous vous en doutez, je vais séparer cette vidéo en 2, parce que je parle beaucoup et que nous sommes seulement à l'introduction. Je vais me concentrer aujourd'hui sur la séparation homme-artiste ou homme-œuvre. C'est selon la manière de l'exprimer. Je pense que vous comprenez de quoi il s'agit. On en a beaucoup parlé, notamment avec Polanski ces derniers mois. Le fait qu'il soit vraiment important de séparer l'artiste, le réalisateur de l'homme, le violeur de mineurs. Charmant. Comme vous pouvez le percevoir, c'est un sujet qui est sensible pour beaucoup de monde. Pour moi, ça l'est beaucoup. Et je vais essayer d'avoir un raisonnement sans être trop dans l'affect. Mais je pense que l'affect est justement au cœur de ce questionnement. Donc je ne peux pas nier et supprimer toute émotion de mes réflexions. Et encore, j'utilise le mot réflexion vraiment au sens très général, ce sont juste des pensées qui me viennent comme ça. Avant toute chose, je vais aborder cette question plus sur le plan de la littérature, mais je suis tellement ravie et tellement soulagée, en fait, de voir de telles questions dans le débat public. Cela fait des années et des années qu'on en parle dans des petits groupes et autres, et on est très mal considéré lorsqu'on aborde ces questions. On se dit que ça relève vraiment d'un débat philosophique, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça peut l'être, mais ma manière de le voir n'est pas philosophique. Vous allez voir, de toute manière, je ne suis pas un être très philosophique. Et bref, je suis très très heureuse de voir ces questions apparaître, de voir des gens se bouger, des gens réfléchir, des gens changer d'avis. Ça fait un bien fou de voir ça. Et même s'il y a énormément à faire et qu'on a l'impression qu'on recule, je pense que ça avance, même si c'est très lent. On pourrait aborder cette question de multiples manières, de multiples angles. Je pense que les gens qui ont fait énormément de dissertes doivent rêver d'un plan en 2 parties, 2 sous-parties ou en 3 parties quand ils lisent « Peut-on lire de tout ?» Moi, je compte aborder ça principalement sur le plan de l'individu, personnellement, moralement et ou juridiquement condamnable et ou condamné. Moins sur le côté philosophique du questionnement, on va dire, de l'art et de la morale, ce qui pourrait être particulièrement intéressant et surtout un puits sans fond de discussion, parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse concrète ici à apporter. Par facilité peut-être, j'ai plus envie d'aborder cette question sur le plan de l'individu, du créateur, plutôt que sur celui de la création et donc du contenu de sa création. Je ne souhaite pas aborder le message d'un livre, les propos qui y sont tenus, mais vraiment me pencher sur le créateur, sur l'auteur, ce qui d'ailleurs personnellement me convient parfaitement vis-à-vis de la définition de l'œuvre que j'ai. J'ai une formation juridique pour ceux qui ne le savent pas, et c'est difficile de s'en détacher même si on essaye. Pour moi, et pour le code de propriété intellectuelle d'ailleurs, une œuvre, on appelle
œuvre de l'esprit est on va dire grossièrement pour récapituler, une création originale, c'est-à-dire qu'elle doit être l'expression de la personnalité d'un auteur. Donc pour moi et pour le droit, œuvre et auteur sont liés. Pour qu'une œuvre existe, pour qu'une œuvre soit protégée par le droit d'auteur, il faut que l'auteur mette de la personnalité dans sa création. C'est à ce moment-là que ça devient une œuvre. Il faut comprendre ça. Pour comprendre mon point de vue, je ne peux pas distinguer et séparer une œuvre d'un créateur parce qu'une œuvre ne se définit que parce qu'elle a un créateur et parce qu'il a exprimé de la personnalité. Ça peut se comprendre de manière très très large. Par exemple, la manière de disposer une exposition peut être protégée par le droit d'auteur. Le fait de choisir des couleurs en peinture, le fait de choisir des mots dans un livre, l'histoire qu'il crée, la manière dont il écrit, tous ses choix de prénoms, le fait qu'il y ait eu des choix, notamment par exemple, permet de constituer une œuvre. C'est très très intéressant, je pourrais en parler assez longtemps d'ailleurs, mais voilà, il faut savoir que c'est ça. Œuvre et auteur sont liés pour moi. Donc en partant de là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que moi, en tant que lectrice, je fais lorsqu'il y a un auteur, une autrice qui me pose problème? Eh bien, je fais de mon mieux. Oui, je sais, facile à dire. Concrètement, dans un premier temps, je sépare les auteurs et autrices décédés des personnes vivantes. En aucun cas, je ne souhaite enrichir et permettre à une personne, à un auteur qui est condamnable ou qui est condamné, de tirer profit de son œuvre. C'est-à-dire, je ne souhaite pas dépenser de l'argent, je ne souhaite pas acheter le livre, je ne souhaite pas l'emprunter à la bibliothèque, je ne souhaite pas faire de la pub en parlant, que cela soit bon ou mauvais. Il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Le but de la publicité, c'est qu'on parle de l'objet. Donc, j'essaye d'éviter d'en parler. Et quand je parle de tirer profit de son activité, bien évidemment, je pense à l'aspect financier, mais également à tout ce qui relève on va dire, d'une influence que cette personne peut gagner, des connaissances qu'elle peut acquérir, souvent haut placé, nettement utile lorsqu'on se retrouve dans un scandale, de la position dominante en fait, sous tous les aspects que cette personne peut acquérir, notamment le fait qu'elle soit plus aisément en contact avec de nouvelles victimes. Tout ça participe à ce que je souhaite éviter. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Alors pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, il y a à peu près 7 ans, je dirais, j'ai posté une vidéo sur les livres que je recommandais en fantasy. J'en avais posté 5 et j'avais notamment parlé du cycle d'Avalon, je crois que ça s'appelait comme ça, de Marion Zimmer Bradley, qui est une autrice américaine de fantasy et de SF, à savoir que je n'aurais jamais, mais jamais mentionné son nom si elle était encore en vie. Pour ceux qui l'ignorent, Marion Zimmer Bradley a été accusée après sa mort par ses enfants de viol, d'attouchement et de violence. À savoir que son mari a été, de son vivant à elle, envoyé en prison à vie pour ces mêmes faits, de viol sur les enfants. Ce que je condamne bien entendu fortement. En tant que lectrice, je n'aurais jamais acheté les livres du vivant de l'autrice et je n'aurais jamais recommandé le moindre de ses livres. Aujourd'hui, la question est un petit peu plus complexe parce qu'elle est morte, donc elle ne touche pas l'argent et en plus, l'argent, à mon avis, qui est tiré des ventes de livres, revient aux enfants victimes. Mais c'est globalement ainsi que je réfléchis pour les personnes en vie. C'est pareil pour le cinéma, je ne paye pas de place ou de DVD pour aller voir les grandes têtes qu'on connaît. J'essaye de faire au mieux pour ça. Cela ne veut pas forcément dire que je ne vois pas le film, cela signifie simplement que je ne souhaite pas et donner de l'argent au film et également entrer dans des statistiques. Vous savez, par exemple, pour comptabiliser le nombre d'entrées, ce genre de choses. Donc j'essaye de m'adapter à ça et ce n'est pas particulièrement contraignant. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai de moins en moins envie de toute manière de voir leurs films. J'ai pas vu un film de Polanski depuis... Pour résumer simplement, je n'achète pas les livres, je ne fais pas de pub et je demande à mes proches de ne pas m'offrir de livres de cette personne.
Je leur explique simplement les faits, pourquoi je le fais et que je n'ai aucune envie de recevoir un tel cadeau. Ils le comprennent parfaitement, hein. C'est de la même manière dont j'ai pu leur expliquer que je ne souhaitais pas recevoir de cadeaux ou d'objets en cuir, par exemple. Voilà, pour des raisons éthiques. Ça se comprend très bien. Et cela permet également, eux, de les faire réfléchir. Je vois ma maman, il y a des années, elle n'aurait absolument pas scié à l'idée d'aller voir un film de Besson ou autre. Et je sais qu'elle est allée voir son dernier film, mais qu'elle m'a dit, en y allant, je sais, c'est Besson, j'aime pas trop, ça me pose problème. J'y vais quand même, pas tout faire, mais il y avait cette réflexion derrière. J'y vais parce que j'ai envie de le voir, mais je sais qu'il y a un problème derrière. Et je pense que c'est une bonne chose, ça. Certes, on n'est pas encore au stade de ne pas y aller, et je suis personne pour forcer les gens à pas y aller, hein. Faut savoir que tout ce que je dis là, c'est seulement ce que je fais pour moi et ma personne. Je ne dis à personne d'autre de le faire. Si vous souhaitez le faire, parfait. Voilà, faites bien ce que vous voulez de votre vie. Mais un autre point m'interroge ici pour les livres. Que l'artiste soit vivant ou mort d'ailleurs. Ils sont publiés comment ces gens? Comment ils gagnent en notoriété? Comment leurs livres sont vendus? Très peu sont auto-édités. Donc, j'en viens à m'interroger sur le rôle des maisons d'édition. Est-ce qu'elles n'auraient pas un rôle à jouer? Bien entendu, je pense qu'on n'est pas responsable pour autrui, en dehors bien évidemment de cadres bien précis prévus par la loi. Une maison d'édition n'est pas responsable pour un auteur raciste ou autre. Pour autant, c'est tout de même elle qui lui permet de vivre, c'est tout de même elle qui ne rompt pas son contrat avec lui lorsqu'il y a un scandale, lorsque des faits sont connus. Elle continue à l'enrichir lui et à s'enrichir elle. Bien entendu, une maison d'édition fait du business et j'ai parfaitement conscience qu'en France, les maisons d'édition ont, comment on va dire, une politique assez traditionnaliste, hein, vis-à-vis des scandales, vis-à-vis des événements. Ils essayent souvent de se faire tout petit et de lisser les choses. Il y a des années de ça, bien entendu, c'est pas les mêmes maisons qu'aujourd'hui, mais c'est un phénomène qu'on a pu voir, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, à la manière dont différentes maisons d'édition ont réagi vis-à-vis de l'occupation allemande ou autre. C'est très très intéressant à voir et à étudier, je pense. J'imagine que certains d'entre vous sont bien plus spécialisés que moi sur la question. Je m'interroge, j'ai pas de réponse concrète, mais il est vrai que je note. Je note lorsqu'une maison d'édition va soutenir un auteur qui me pose problème, va soutenir un harceleur, un violeur, un tueur, va proposer une biographie de cette personne, va continuer à publier ses écrits. Il y a des maisons d'édition que j'évite, hein, parce que je ne suis pas en accord avec leur ligne éditoriale, avec certaines des personnes qu'elles publient. C'est le cas d'ailleurs, hein, pour des journaux, hein. Beaucoup de gens n'achètent pas Le Figaro, ou l'Humanité, ou Marianne, ou autres, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont les sujets sont traités et et la présence de certains journalistes ou de certaines journalistes. C'est un petit peu pareil avec les maisons d'édition. Pour moi, je fais attention. Je suis moins directe qu'avec les auteurs vivants, c'est sûr, mais je prends connaissance. Les maisons d'édition souhaitent faire partager des écrits, en tirer profit certes, mais comme l'immense majorité des gens, et c'est une bonne chose. Et je pense qu'elles ont un rôle fondamental à jouer. J'ai parlé de la guerre tout à l'heure. Il y a des maisons d'édition qui ont tiré avantage de la guerre, non en collaborant, mais justement en proposant des ouvrages de résistance, ce genre de choses. Et elles sont sorties grandies de tels événements. Je pense que les maisons d'édition, notamment sur le moyen à long terme, peuvent sortir grandies de telles situations. Elles ont un vrai rôle, elles ont une vraie puissance, une influence dans la société, une influence financière. Elles reçoivent des milliers de manuscrits par an, des gens talentueux qui n'ont peut-être pas la même chance que certains, les mêmes contacts, le même nom de famille, et qui sont peut-être un peu moins
rentable ou bankable. Il y a toujours cette question de profit, malheureusement. Des gens qui écrivent très bien, il y en a plein. Je ne suis pas favorable au fait de se dire « cette personne est horrible, cette personne a violé des filles. Oh là là, mais bon, qu'est-ce qu'il écrit bien quand même ?» Je ne souhaite pas placer une personne talentueuse au-dessus d'une autre, qui est sa victime, parce qu'elle sait bien écrire. Ça ne justifie pas le fait que cette personne ait toujours accès à de tels privilèges. Je suis désolée, des gens qui écrivent très bien, il y en a plein, mais plein. Vous pouvez en trouver, vous n'avez pas besoin de cette personne qui écrit très bien, certes, qui a de belles idées, mais qui est un être humain déplorable, qui va tirer profit et que les victimes verront tous les jours dans la presse, tous les jours en bibliothèque, tous les jours en librairie, en se disant que c'est profondément injuste, qu'elles n'ont été soutenues par personne. Et voilà, je m'emporte un petit peu, mais c'est vrai que je pense que les maisons d'édition auraient un rôle à jouer. Elles ont ce pouvoir. Et si elles jouaient tout le jeu, parce que bien évidemment, s'il y en a une qui ferme sa porte à quelqu'un et que l'autre le prend, j'aimerais voir, en fait. J'aimerais voir ça. Rejeter quelqu'un, pas parce que on pense que ses écrits ne vont pas être beaucoup vendus, mais parce que on ne soutient pas la personne et on ne souhaite pas qu'elle tire profit, qu'elle puisse vivre alors qu'on sait très bien, vivre je veux dire financièrement, alors qu'on sait très bien ce qu'elle a fait. Voilà, c'est vrai que je suis un petit peu sensible sur cette question. Je pense que c'est important et j'ai envie d'en parler. J'ai probablement pas forcément raison. J'ai l'impression, du moins c'est la manière dont je le perçois, c'est la manière dont je le ressens. Dites-moi ce que vous ressentez à ce sujet. Mais d'une certaine manière, parler des maisons d'édition amène aussi à s'interroger sur la place des libraires, sur la place des critiques littéraires professionnels, sur la place des influenceurs, sur la place des lecteurs, et pourquoi pas de l'éducation nationale. Où place-t-on le curseur et qui place ce curseur? Je me pose la question et je vous pose la question, je n'ai pas de réponse. Ce sont vraiment des idées qui me viennent et c'est pour ça que cette vidéo est assez brouillon. Et cela fait 50 minutes que j'enregistre, le montage va être effroyable. Je m'interroge, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. En ce qui concerne les personnes mortes, désolée de le dire de cette manière, je suis plus souple sur cette question. À nouveau, c'est cette question de profit. Elle ne peut pas tirer profit de la publication de ses ouvrages. Donc c'est vrai que je suis un petit peu plus conciliante sur cette question et je pense que pour le coup, là, ça relève plus d'une interrogation philosophique en liant, je veux dire, l'art et la morale. Là, on est moins dans une affaire classée pour moi. Pour moi, quelqu'un de vivant, c'est classé. Quelqu'un de mort, je m'interroge. Je serais peut-être plus favorable, je pense, à une publication, mais avec peut-être un accompagnement, des précisions, des notes. De façon générale, je ne suis pas favorable. Faites brûler des livres, de tout censurer, alors qu'il y a déjà une publication. Moi, je serais plus favorable au fait tout simplement de ne pas publier une personne, voilà, dès le début, ce qui évite en fait d'avoir à tout faire et d'arriver au bout de la chaîne avec nous, lectrices et lecteurs, qui n'achetons pas, tout simplement. Je pars encore sur quelque chose d'autre, mais je serais intéressée d'avoir l'avis, notamment de professeurs de français, hein, notamment, j'imagine, mais peut-être d'autres professeurs, hein, d'histoire ou autres. Enfin, j'imagine que de toute manière, détordu, il y en a dans toutes les disciplines. Je parle de professeurs parce qu'il y a cette importance de transmettre les textes, ou même du patrimoine, aux nouvelles générations. Et je pense que les professeurs ont un rôle extrêmement important là, hein, un rôle tellement difficile, mais primordial. Et je pense qu'eux aussi peuvent changer dans les choix qu'ils font, dans ce qu'ils proposent aux élèves, dans la manière dont ils présentent les textes. Étudier un texte raciste, là vous voyez, je dérive un peu, je pars plus sur la question du contenu alors que je restais sur le créateur avant.
Mais je pense que parler des auteurs morts mène inévitablement à parler tout simplement du texte, vu que l'auteur n'est plus là. Donc oui, s'interroger sur un texte raciste, et ça ne me dérange pas qu'il soit étudié. Je pense que ça ne me dérange pas, du moins. Là, je ne suis pas encore bien élaborée. De manière générale, je n'aime pas, comme je l'ai dit, interdire le fait de lire des livres qui sont publiés. Il m'arrive de lire des livres où je trouve des propos racistes, sexistes, homophobes. Si on lit uniquement des livres qui ne tiennent pas de tels propos, on lit peu. Malheureusement, on lit peu, et notamment peu de classiques. Par exemple, j'adore Agatha Christie. Vraiment, je suis fan, j'ai lu, je crois, presque tous ses livres, je trouve ça bien écrit, c'est percutant, c'est une écriture assez sèche, qui va droit au but, et en même temps c'est caustique et tout. Mais elle a des propos ahurissants. Elle a des propos racistes, elle a des propos antisémites. Mort sur le Nil, par exemple, moi j'aime beaucoup Mort sur le Nil, hein. Ce côté croisière sur le Nil, ça laisse rêveur, mais il y a tout un discours postcolonial qui n'est pas acceptable. Et je continue à lire Agatha Christie, parce qu'elle est morte, et parce que je suis éduquée sur ces questions. J'ai conscience, en fait, de ce que je lis. J'arrive à percevoir. Et en plus, comme elle a des personnages très, on va dire, souvent issus d'une sorte de bourgeoisie britannique, voilà, on voit de tels personnages tenir de tels discours. Ça va avec des personnages racistes, en fait. Ce sont des personnages racistes qui tiennent des propos racistes. Mais il est vrai que, voilà, quelqu'un qui n'a pas été éduqué sur ces questions et accompagné dans de telles œuvres, dans de telles lectures, qui tombe sur ça, je ne sais pas quelle serait sa réaction, quelle serait ma réaction, en fait. Je n'ai pas de réponse, malheureusement, mais je m'interroge. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez à ce sujet. Vraiment. Voilà, je pense que ça fait suffisamment longtemps que je parle. J'ai pas vraiment de conclusion à faire. C'était vraiment des idées qui me sont venues comme ça. Et je serais ravie de vous lire à ce sujet. Si vous pouviez respecter un petit peu l'avis de chacun, que ce soit le mien ou celui des autres, en commentaire. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et de soirée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.